Donnez-lui une dose plus forte. Ces mots ont résonné dans le couloir de l'hôpital comme une sentence de mort, mais pas de la façon que j'imaginais. Mon nom est Yasmine Moreau, j'ai 50 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, je croyais vivre mes derniers jours à Paris, la ville que j'ai toujours aimée. Le diagnostic de cancer terminal était arrivé comme un éclair dans un ciel bleu, transformant ma vie confortable dans le 16e arrondissement en un compte à rebours désespéré. Je me souviens parfaitement de ce jour de septembre quand Philippe m'a emmené à l'hôpital. L'odeur de désinfectant, les murs blancs froids, le bruit des chaussures des médecins résonnant dans les couloirs. Docteur Laurent Dubois, un homme de 50 et quelques années avec des cheveux grisonnants et des lunettes dorées, m'a regardé avec une expression qui semblait genuinement préoccupée. « Madame Moreau, avait-il dit, tenant mes examens avec des mains qui tremblaient légèrement, malheureusement j'ai des nouvelles difficiles. » Philippe a serré ma main avec force, ses yeux bleus remplis de larmes qu'à l'époque j'ai cru être d'amour et de désespoir. Maintenant je sais que c'étaient les larmes d'un acteur accompli. « Cancer du pancréas, stade 4, a continué le docteur. Je suis désolé, mais le pronostic est réservé. Peut-être 6 mois, au maximum 1 an. Le monde s'est écroulé autour de moi à ce moment-là. 42 ans de mariage, toute une vie de rêves et de projets, tout s'est réduit à un compte à rebours cruel. Philippe a pleuré avec moi, a promis que nous ferions de chaque jour restant une célébration de notre amour. Nous ferons ce voyage dont nous avons toujours rêvé, a-t-il murmuré à mon oreille pendant que nous rentrions à la maison. Paris à Marrakech, en passant par tous les endroits que tu as toujours voulu connaître. Pendant les semaines suivantes, Philippe s'est transformé en le mari le plus attentionné du monde. Il m'apportait des fleurs tous les matins, des lys blancs, mes préférés, préparait des thés spéciaux, m'accompagnait à tous les rendez-vous médicaux. Et surtout, il veillait à ce que je prenne tous les médicaments prescrits par le docteur Dubois. Ceux-ci vont t'aider avec la douleur, disait-il, plaçant les comprimés dans ma main avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule du cristal. Et ceux-là sont pour renforcer ton système immunitaire. Mais les médicaments ne me faisaient pas me sentir mieux. En fait, à chaque semaine qui passait, je me sentais plus faible, plus confuse, plus distante de la femme forte que j'avais toujours été. Mon énergie disparaissait comme du sable entre les doigts, et malgré mes tentatives de lutter contre la maladie, je semblais perdre la bataille. C'est un matin froid de novembre que ma vie a changé pour toujours. J'avais oublié mon portefeuille dans le bureau du docteur Dubois après une consultation particulièrement difficile, où il avait augmenté le dosage de mes médicaments. Philippe était en train de garer la voiture quand j'ai décidé de revenir le chercher. Le couloir de l'hôpital Pitié-Salpêtrière était silencieux, seulement l'écho distant de pas et le bourdonnement bas de la climatisation. La porte du bureau était entr'ouverte, et c'est alors que j'ai entendu les voix. Elle ne soupçonne rien ? La voix anxieuse était incontestablement celle de Philippe. Non, elle croit complètement. Les examens falsifiés que j'ai préparés sont convaincants, a répondu le docteur Dubois avec une froideur qui m'a glacé les os. Mais nous devons accélérer le processus. Les doses actuelles fonctionnent, mais trop lentement. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement arrêté pendant un moment qui a semblé une éternité. Donnez-lui une dose plus forte des sédatifs, a continué la voix du médecin. Plus elle sera fragile, plus facile sera de transférer tous les biens. Et moins de questions elle posera. Tu es sûr que ça ne laissera pas de traces ? La voix de Philippe sonnait préoccupée, mais pas pour ma santé, pour être découvert. Je l'ai déjà fait avant, tu te souviens ? Avec Marie-Claire ça a parfaitement fonctionné. Personne ne questionne quand une femme d'âge murmure d'un cancer. C'est presque attendu. Marie-Claire. L'épouse du docteur Dubois qui était morte l'année précédente. J'étais allée aux funérailles, j'avais consolé le veuf en deuil. Maintenant je découvrais qu'il l'avait assassiné. Mes jambes ont tellement tremblé que j'ai dû m'appuyer contre le mur. 42 ans de mariage, et Philippe était en train de me tuer lentement, me faisant croire que je mourrais d'une maladie que je n'avais jamais eue. Son héritage est substantiel, a continué Philippe. La maison à Neuilly qu'elle a héritée de sa mère vaut au moins 2 millions.
Sans compter les économies et les investissements. Et les assurances vie que tu as contractées en son nom totalisent combien déjà? 5 millions d'euros. Répartis entre 3 polices différentes pour ne pas éveiller les soupçons. 5 millions d'euros. Philippe m'avait transformé en une police d'assurance ambulante. Parfait, a dit le docteur Dubois. Encore 2 semaines avec les doses augmentées et nous pourrons dire qu'il y a eu des complications cardiaques. Très commun chez les patients avec un cancer avancé. Et tu es sûr que personne ne questionnera? Qui questionnerait? Je suis son médecin depuis 6 mois. J'ai toute la documentation médicale. Et tu es le mari dévasté qui a tout fait pour la sauver. Le rire bas et cruel qui a suivi m'a donné la nausée. C'était le rire de 2 prédateurs discutant de leur proie. J'ai réussi à retourner au parking sans être vu, mon cœur battant comme un tambour de guerre. Philippe était appuyé contre la voiture, regardant son portable avec une expression que je reconnaissais maintenant comme calculatrice, pas préoccupée. « Tu as récupéré ton portefeuille, mon amour ?» a-t-il demandé quand je me suis approché. « Oui, ai-je menti ? L'infirmière l'a trouvé et me l'a rendu. » Pendant le trajet de retour à la maison, j'ai regardé l'homme à côté de moi comme si je le voyais pour la première fois. Ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés, ses mains soignées tenant le volant, le profil que j'avais aimé pendant des décennies. Maintenant tout semblait un masque soigneusement construit. Cette nuit-là, assise dans notre lit dans la chambre que nous avions partagée pendant plus de 4 décennies, j'ai regardé les comprimés sur la table de nuit. Petite gélule blanche et bleue que j'avais prise religieusement, croyant qu'elle m'aiderait à lutter contre la maladie. Philippe est entré dans la chambre portant une tasse de thé à la camomille, ma boisson préférée avant de dormir. « Comment tu te sens aujourd'hui, mon amour ?» a-t-il demandé, s'asseyant sur le bord du lit et caressant mes cheveux avec une tendresse que je savais maintenant être complètement fausse. « Fatigué, ai-je répondu honnêtement, très fatigué. Le docteur Dubois a dit que c'est normal. Le traitement est lourd, mais il est nécessaire. Traitement. Le mot sonnait maintenant comme une plaisanterie cruelle. Philippe, ai-je dit, regardant directement dans ses yeux bleus qui m'avaient autrefois fait soupirer de passion, tu m'aimes? La question a semblé le prendre au dépourvu. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, panique? Culpabilité? Mais il s'est rapidement ressaisi. Quelle question est-ce là, Yasmine? Bien sûr que je t'aime. Tu es toute ma vie. Même si je meurs? Ne parle pas comme ça, a-t-il dit, mais sa voix sonnait répétée. Tu vas lutter. Nous allons lutter ensemble. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de prendre les médicaments. Pour la première fois en moi, j'ai craché les comprimés discrètement dans un mouchoir et les ai cachés. Philippe m'a embrassé sur le front avec ses lèvres menteuses et m'a souhaité bonne nuit. Mais je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à planifier ma survie. À ce moment-là, Yasmine Moreau, l'épouse confiante et obéissante, est morte. À sa place, est née une femme avec soif de justice et volonté de vivre. Vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à enquêter par moi-même. Les documents cachés, les autres victimes, le plan encore plus sinistre derrière ma mort supposée. Si vous pensez connaître l'étendue de la trahison de Philippe, vous vous trompez lourdement. Continuez avec moi, car mon voyage de victime à chasseuse ne fait que commencer. Et quand vous découvrirez comment une femme de 50 ans peut être plus dangereuse que n'importe quel prédateur, vous comprendrez pourquoi je dis que certains maris devraient faire très attention à qui ils choisissent de sous-estimer. Le matin suivant ma découverte, je me suis réveillé avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pour la première fois depuis que j'avais commencé à prendre les médicaments falsifiés, mon esprit était net, concentré. Philippe était parti tôt pour régler des questions à la banque, maintenant je savais qu'il organisait probablement le transfert de mes biens. J'ai profité de son absence pour enquêter dans notre propre maison. 42 ans à vivre au même endroit, et j'ai découvert que je ne connaissais pas tous ses secrets. Le bureau de Philippe se trouvait à l'étage supérieur de notre maison à Neuilly-sur-Seine, une pièce qu'il avait toujours gardée fermée à clé, prétextant qu'il avait besoin d'intimité pour travailler.
Je n'avais jamais questionné cela, j'avais fait aveuglément confiance à mon mari pendant plus de 4 décennies. En utilisant une technique que j'avais apprise en regardant des films policiers avec ma petite fille, j'ai réussi à forcer la serrure avec une épingle à cheveux. Mes mains tremblaient non pas de faiblesse, mais d'adrénaline pure. Ce que j'ai trouvé dans ce tiroir secret m'a fait questionner tout ce que je croyais connaître sur l'homme que j'avais épousé. Des documents d'assurance vie en mon nom, avec des valeurs astronomiques, tous signés dans les 6 derniers mois. Des contrats de transfert de propriété déjà remplis, attendant seulement ma mort pour être exécutés. Des correspondances avec des avocats sur des testaments modifiés sans ma connaissance. Mais le plus choquant étaient les dossiers avec des noms d'autres femmes. Marie-Claire Dubois. Isabelle Leclerc. Catherine Petit. Chaque dossier contenait la même structure macabre, photos des femmes, copies de leurs testaments, dossiers médicaux falsifiés et certificats de décès. Marie-Claire était morte l'année précédente de complications cardiaques liées au cancer. Isabelle, en 2019, de défaillances multiples d'organes dues à la progression de la maladie. Catherine, en 2017, d'un arrêt cardio-respiratoire en conséquence du traitement oncologique. Toutes étaient mortes entre 45 et 55 ans. Toutes étaient des femmes qui avaient réussi avec des patrimoines substantiels. Toutes avaient été mariées à des hommes qui avaient ensuite disparu avec leurs héritages. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le dossier de Marie-Claire. À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait pleurer, une lettre manuscrite. Pour qui trouvera ceci, disait l'écriture tremblante, mon nom est Marie-Claire Dubois. Si vous lisez ceci, cela signifie probablement que mon mari a trouvé une autre victime. J'ai découvert trop tard que Laurent n'est pas vraiment médecin, il a été expulsé de la faculté de médecine il y a 20 ans pour avoir falsifié des documents. J'ai découvert trop tard qu'il travaille avec d'autres hommes dans un système pour assassiner des femmes matures et voler leurs héritages. La lettre continuait, j'ai essayé de dénoncer, mais qui croirait la parole d'une femme en phase terminale contre un médecin respecté et son mari dévoué? Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, ne commettez pas la même erreur que moi. Fuyez. Dénoncez. Sauvez-vous tant que vous le pouvez. J'ai pleuré pour Marie-Claire, pour Isabelle, pour Catherine. J'ai pleuré pour toutes les femmes qui n'avaient pas eu la chance de découvrir la vérité à temps. Mais j'ai aussi senti une détermination de faire grandir dans ma poitrine. Je ne serai pas une victime de plus de ce réseau macabre. J'ai photographié tous les documents avec mon portable et les ai envoyés à une adresse e-mail que j'ai créée spécifiquement pour cela. Ensuite, j'ai tout remis exactement à la place où je l'avais trouvé. Quand Philippe est rentré à la maison cet après-midi-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer son plat préféré, coq au vin. Il a semblé surpris de me voir debout, en train de cuisiner. « Yasmine, tu devrais te reposer » a-t-il dit, mais j'ai perçu la préoccupation genuine dans sa voix. Pas une préoccupation pour moi, mais pour ses plans. « Je me sens un peu mieux aujourd'hui » ai-je répondu, forçant un sourire faible. J'ai pensé faire quelque chose de spécial pour nous deux. Pendant le dîner, j'ai étudié son visage pendant qu'il mangeait. Comment n'avais-je pas perçu la fausseté dans ses sourires avant? Comment n'avais-je pas remarqué que ses yeux ne souriaient jamais avec sa bouche? Philippe, ai-je dit de façon désinvolte, tu te souviens de Marie-Claire Dubois? Il a failli s'étouffer avec le vin. Marie-Claire? L'épouse du docteur Dubois? Oui. Je pensais à elle aujourd'hui. Quelle tragédie, mourir si jeune d'un cancer. Oui, a-t-il acquiescé rapidement, très triste. Mais au moins elle a eu un mari dévoué à ses côtés jusqu'à la fin. Comme j'ai toi, ai-je répondu, l'observant attentivement. Exactement comme tu m'as moi. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de prendre mes médicaments à nouveau. Philippe m'a observé avaler chaque comprimé, satisfait de voir sa femme obéissante suivre les instructions médicales. Mais j'avais découvert quelque chose de plus dans ce tiroir, un agenda avec des numéros de téléphone et des codes. L'un d'eux était marqué comme Mi, monsieur investigateur, peut-être. Le jour suivant, pendant que Philippe travaillait, j'ai appelé le numéro. Monsieur Beaumont, a répondu une voix grave et professionnelle.
Monsieur, ai-je dit avec hésitation, j'ai besoin d'aide. Je crois que mon mari essaie de me tuer. Il y a eu une longue pause. Madame, êtes-vous Yasmine Moreau? Mon sang s'est glacé. Comment connaissez-vous mon nom? Parce que Marie-Claire Dubois m'a engagée avant de mourir. Elle m'a dit qu'il y en aurait d'autres. Nous avons fixé un rendez-vous pour cet après-midi-là dans un café près du musée d'Orsay. Monsieur Beaumont était un homme de 60 ans, cheveux complètement blancs, yeux astucieux qui semblaient voir à travers les gens. Madame Moreau, a-t-il dit quand je me suis assise, Marie-Claire m'a engagée 3 jours avant de mourir. Elle avait découvert le système, mais c'était trop tard pour la sauver. Elle m'a fait promettre que je continuerais à enquêter, que j'essaierais de sauver les prochaines victimes. Combien d'autres y en a-t-il eu? Marie-Claire était la 4e que nous avons pu confirmer. Vous seriez la 5e. 4e. 4 femmes mortes par cupidité. Que dois-je faire, ai-je demandé. Continuez à faire semblant. Ne les laissez pas soupçonner que vous savez. Mais prenez ceci, il m'a tendu un petit dispositif. Enregistreur numérique. Pratiquement invisible. Nous avons besoin de confessions pour que les autorités prennent cela au sérieux. Et s'ils découvrent? Alors vous courez le même risque que Marie-Claire. Mais si nous n'essayons pas, vous mourrez certainement, et il y aura une 6e victime, puis une 7e. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais l'épouse malade et obéissante, prenant des médicaments et faisant semblant de devenir de plus en plus faible. La nuit, j'étais une détective, collectant des preuves, enregistrant des conversations, documentant chaque mouvement de Philippe. J'ai découvert qu'il ne travaillait pas où il disait travailler depuis au moins 2 ans. J'ai découvert qu'il avait falsifié des documents pour obtenir du crédit en utilisant ma propriété comme garantie. J'ai découvert qu'il avait déjà dépensé une partie considérable de mon héritage dans des paris en ligne. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue quand j'ai trouvé un second agenda, caché dans un compartiment secret de son bureau. Dedans, il y avait des annotations sur au moins 12 femmes différentes. Âge, situation financière, état civil, vulnérabilité. Philippe et ses associés n'étaient pas seulement des assassins, ils étaient des prédateurs systémiques qui chassaient des femmes matures et indépendantes dans toute la France. Une des annotations m'a fait arrêter de respirer. Yasmine, héritage maternel substantiel, sans enfant propre, fait aveuglément confiance à son mari. Cible parfaite. Cible parfaite. 42 ans de mariage résumés en 2 mots cruels. C'est alors que Philippe a suggéré le voyage. Yasmine, mon amour, a-t-il dit un matin, m'apportant du café au lit avec ce sourire que je reconnaissais maintenant comme calculateur, j'ai parlé avec le docteur Dubois. Il pense qu'un changement d'air pourrait te faire du bien. Un changement d'air? Ce voyage dont nous avons toujours rêvé. Paris à Marrakech, en passant par l'Espagne. Tu as toujours voulu voir le coucher de soleil dans le désert. Mon cœur s'est serré. Même nos rêves partagés étaient devenus des instruments de sa manipulation. Est-ce que j'ai la force de voyager? Ai-je demandé avec une voix volontairement faible. Le docteur Dubois a dit que c'est exactement ce dont tu as besoin. Eh bien, si c'est notre dernière opportunité d'être ensemble. La fausse émotion dans sa voix m'a donné la nausée, mais j'ai forcé un sourire et j'ai tenu sa main. Alors allons-y, ai-je murmuré. Cette nuit-là, j'ai appelé Monsieur Beaumont. Il veut m'emmener en voyage, ai-je rapporté. Je pense que c'est là qu'il prévoit de finir les choses. Parfait, a répondu l'enquêteur. Loin de Paris, il sera plus facile de simuler un accident ou une mort naturelle. Mais ce sera aussi notre opportunité de les faire avouer tout. Je n'ai pas peur de mourir, ai-je menti. J'ai peur de mourir sans qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Ne vous inquiétez pas, madame. Marie-Claire m'a fait promettre que j'obtiendrai justice. Et je tiens toujours mes promesses. 3 jours plus tard, nous étions sur la route. Philippe avait loué une Mercedes noire élégante, et nous sommes partis de Paris un matin ensoleillé de décembre. Il était visiblement animé,
fredonnant doucement pendant qu'il conduisait sur la route du soleil vers le sud. Je savais que je conduisais vers ma propre mort planifiée. Mais pour la première fois en moi, je me sentais vraiment vivante. Parce que maintenant je n'étais plus la proie. J'étais la chasseuse. Le voyage a commencé un matin frais de décembre, avec Philippe chargeant nos valises dans le coffre de la Mercedes avec l'enthousiasme d'un homme sur le point de réaliser ses rêves. Bien sûr, ces rêves impliquaient ma mort et un héritage millionnaire, mais il maintenait la performance de mari dévoué avec une maîtrise impressionnante. « Tu as pris tous tes médicaments, mon amour ?» a-t-il demandé pour la 3e fois, vérifiant mon sac avec un soin excessif. « Oui, Philippe. » « Tous » ai-je répondu doucement, sachant qu'il était anxieux de s'assurer qu'il aurait les outils nécessaires pour accélérer ma détérioration. Le premier arrêt serait Lyon, la ville où Philippe avait réservé un hôtel romantique avec vue sur le Rhône. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé la nuit précédente à faire ma propre préparation. Pendant notre arrêt pour déjeuner à Mâcon, pendant que Philippe était aux toilettes, j'ai discrètement ouvert son sac de médicaments personnels, médicaments pour l'hypertension et le diabète qu'il prenait religieusement depuis des années. Avec des mouvements précis que j'avais pratiqués des dizaines de fois, j'ai échangé le contenu de ces gélules avec mes propres médicaments, les sédatifs et substances qu'il m'avait donnés. Si Philippe voulait m'empoisonner lentement, maintenant il goûterait à son propre poison. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé quand il est revenu, étudiant mon visage avec attention clinique. « Un peu fatigué », ai-je répondu honnêtement. Maintenir cette performance était épuisant. Mais heureuse que nous fassions ce voyage ensemble. Moi aussi, mon amour. Moi aussi. Pendant les premières heures de voyage, j'ai même réussi à me perdre dans la beauté du paysage français. Les vignes endormies de l'hiver, les petits villages qui semblaient sortis d'un conte de fées, les montagnes lointaines couvertes d'une brume douce. Par moments, j'arrivais presque à prétendre que nous étions juste un couple amoureux en voyage romantique. Mais à chaque kilomètre qui nous éloignait de Paris, je savais que nous nous approchions de l'endroit où Philippe prévoyait que je meure. Lyon nous a accueillis avec un ciel gris typique de l'hiver français. Philippe avait réservé une chambre à la Villa Florentine, un hôtel boutique luxueux au sommet de la colline de Fourvière, avec vue panoramique sur la ville. L'endroit était genuinement romantique, si ce n'était le fait que mon mari prévoyait de le transformer en mon mausolée. Quelle vue magnifique, ai-je commenté pendant que nous admirions la ville s'étendant en dessous de nous, les lumières commençant à s'allumer au crépuscule. Oui, Philippe a acquiescé, mettant son bras autour de moi avec une tendresse répétée. Un endroit parfait pour des moments spéciaux. Pendant le dîner au restaurant de l'hôtel, j'ai observé Philippe attentivement. Il semblait légèrement plus fatigué que normal, passant la main sur son front plusieurs fois. « Tu vas bien, mon chéri ?» ai-je demandé avec une fausse préoccupation. « Juste un peu de mal de tête » a-t-il répondu. « Ça doit être le stress du voyage. » Stress du voyage. Ou les effets des sédatifs qu'il m'avait lui-même administrés pendant des mois. Peut-être tu devrais prendre tes médicaments, ai-je suggéré innocemment. Bonne idée, a-t-il accepté, prenant une de ses gélules et l'avalant avec du vin. Je l'ai observé avaler son propre poison et j'ai ressenti une satisfaction sombre que je n'avais jamais imaginé être capable de ressentir. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, Philippe s'est endormi plus profondément que normal. C'est alors que j'ai pris son téléphone, je connaissais déjà son mot de passe, car je l'avais observé le taper des centaines de fois, et j'ai trouvé les messages qui confirmaient mes pires craintes. Docteur Dubois, comment va-t-elle? Philippe, plus faible chaque jour. Les médicaments fonctionnent parfaitement. Docteur Dubois, excellent. Tu as pensé à augmenter le dosage comme convenu? Philippe, oui. Elle ne soupçonne même pas. Elle me fait complètement confiance. Docteur Dubois, parfaite. Peut-être encore une semaine et nous pourrons procéder avec elle. Accident, point. Philippe, quel type d'accident? Docteur Dubois, arrêt cardiaque pendant le sommeil. Très commun chez les patients avec un cancer avancé, surtout quand ils prennent de hautes doses de sédatifs. Philippe, et après? Docteur Dubois, certificat de décès,
funérailles rapides, et tu hérites de tout. Comme toujours. Comme toujours. La froideur casuelle avec laquelle il discutait de ma mort planifiée m'a fait ressentir une colère qui brûlait comme le feu dans mes veines. J'ai continué à lire. Philippe, et l'argent de l'assurance? Dr. Dubois, 5 millions divisé moitié-moitié, comme convenu. Plus son héritage, qui doit totaliser environ 2 millions rien que la maison. Philippe, 7 millions au total. Pas mal pour quelques mois de travail. Dr. Dubois, considérant qu'elle a été ta femme pendant plus de 40 ans, je dirais que tu es bien compensé pour l'inconvénient. Inconvénient. 42 ans de mariage étaient un inconvénient pour lui. Philippe, quand penses-tu que nous devrions accélérer les choses? Dr. Dubois, Barcelone serait parfait. Loin de la France, moins de questions. Tu peux dire qu'elle a eu une rechute soudaine. Philippe, et si quelqu'un veut faire une autopsie? Dr. Dubois, ils ne voudront pas. Elle est officiellement en train de mourir d'un cancer depuis des mois. Personne ne questionne quand une femme de 50 ans avec un cancer terminal meurt pendant un voyage. Barcelone. Alors c'était là que je devais mourir. Le matin suivant, je me suis réveillé avant Philippe et je l'ai observé dormir. Son visage détendu dans le sommeil montrait une paix que je savais maintenant être complètement illusoire. Comment n'avais-je pas perçu avant que même en dormant il semblait calculateur? Quand il s'est réveillé, il a passé la main sur sa tête avec confusion. « Comment tu as dormi, mon amour ?» ai-je demandé affectueusement. « Étrangement lourd » a-t-il admis. « Et j'ai encore mal à la tête. »« Pauvre chéri » ai-je répondu, lui offrant de l'eau. « Peut-être tu as besoin de tes médicaments. »« Bonne idée » a-t-il accepté, prenant ses gélules matinales. Je l'ai observé prendre plus de son propre poison et j'ai ressenti une satisfaction qui aurait dû m'effrayer, mais ne m'effrayait pas. Pendant le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, avec vue sur les toits rouges de Lyon, Philippe a passé un appel. Dr. Dubois? Oui, elle coopère bien. Non, aucun soupçon. Il m'a lancé un regard plein de faux amour. Oui, Barcelone comme prévu. Quand il a raccroché, il m'a souri. Le docteur demandait comment tu te sens. Comme c'est attentionné de sa part, ai-je répondu. Dis-lui que j'ai hâte d'arriver à Barcelone. Et j'avais hâte. Mais pas pour les raisons que Philippe imaginait. Le voyage de Lyon à Barcelone a pris toute la journée, passant par les Pyrénées avec leurs paysages spectaculaires. Philippe conduisait plus lentement que normal, clairement affecté par les médicaments qu'il prenait maintenant régulièrement. Tu es sûr que tu vas bien pour conduire? Ai-je demandé à un moment donné, quand je l'ai vu cligner des yeux plusieurs fois de suite pour les garder ouverts. Je vais bien, a-t-il insisté, mais sa voix sonnait légèrement traînante. Barcelone nous a accueillis avec un soleil doré qui contrastait dramatiquement avec l'obscurité croissante dans mon cœur. Philippe avait réservé une suite à l'hôtel Casa Fuste, un édifice moderniste élégant dans le quartier de Gracia. Quel endroit magnifique, ai-je commenté pendant que nous admirions la vue du balcon. La ville s'étendait devant nous, vibrante et pleine de vie. Oui, Philippe a acquiescé, mais j'ai perçu qu'il avait des difficultés à se concentrer. Un endroit parfait pour... Pourquoi, mon chéri? Pour notre lune de miel tardive, a-t-il complété rapidement. Mais j'avais vu l'hésitation. Les médicaments affectaient même sa capacité à maintenir la farce. Cette première nuit à Barcelone, pendant que nous dînions dans un restaurant avec vue sur la mer Méditerranée, Philippe a posé la question que j'attendais. « Yasmine, a-t-il dit, sa voix sonnant étrangement distante, tu as déjà pensé à comment tu veux que ce soit la fin ?» La fin, ai-je demandé innocemment, bien que mon cœur battait comme un tambour. Tu sais, quand le moment viendra. Tu veux être à la maison? À Paris? Ou peut-être, ici, dans un endroit beau comme celui-ci? En fait, Philippe, ai-je dit, me penchant plus près et regardant directement dans ses yeux bleus troublés, je sais déjà exactement comment ça va finir. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, parce qu'il m'a regardé avec les premiers signes de suspicion que j'avais vus en moi.
Qu'est-ce que tu veux dire par ça? J'ai souri, un sourire qui n'avait rien de doux ou d'obéissant. Je veux dire, mon cher mari, que j'ai tout découvert. Le visage de Philippe a pâli complètement quand j'ai prononcé ces mots. Pendant un moment, le masque de mari dévoué est tombé, révélant le prédateur qui se cachait en dessous. Yasmine, je ne sais pas de quoi tu parles. Sa voix est sortie tremblante, mais il essayait de maintenir sa contenance. Bien sûr que tu sais, ai-je interrompu calmement, sortant mon portable de mon sac. Tout comme tu sais que depuis 5 jours tu prends les mêmes médicaments que tu m'as donnés pendant des mois. Comment tu te sens, mon cher mari? Fatigué? Confus? Avec des difficultés à penser clairement? Ses yeux se sont écarquillés dans une panique pure. Tu n'as pas pu échanger tes médicaments avec les miens? Bien sûr que j'ai pu. Et bien sûr que je l'ai fait. Je me suis penché plus près, ma voix basse mais ferme. Tu pensais que je ne découvrirais jamais que j'étais empoisonné systématiquement? Que je ne questionnerais jamais pourquoi je me sentais de plus en plus mal malgré le traitement? Philippe a essayé de se lever de sa chaise, mais a vacillé légèrement. Les sédatifs faisaient effet. Assieds-toi, ai-je dit avec une autorité que je n'avais pas utilisée depuis des années. Nous n'avons pas fini notre conversation. Il a obéi, probablement plus par nécessité physique que par choix. J'ai quelques enregistrements intéressants, ai-je continué, touchant play sur mon portable. Sa voix et celle du docteur Dubois ont résonné sur la terrasse du restaurant. Donnez-lui une dose plus forte des sédatifs. Plus elle sera fragile, plus facile sera de transférer tous les biens. Philippe a fermé les yeux comme si cela pouvait faire disparaître la réalité. Tu as enregistré nos conversations, a-t-il murmuré. J'ai tout enregistré. Les appels, les consultations médicales, tes conversations avec le docteur Dubois sur comment me tuer à Barcelone et faire passer ça pour une mort naturelle. J'ai fait une pause, savourant le moment. J'ai aussi trouvé les dossiers sur Marie-Claire, Isabelle et Catherine. S'il était pâle avant, maintenant il était blanc comme du papier. 3 femmes avant moi, Philippe. 3 épouses innocentes qui ont fait confiance à leur mari et ont été assassinées par cupidité. Ma voix est devenue glaciale. Mais je ne serai pas la 4e. Yasmine, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je comprends que tu m'as épousée il y a 42 ans non pas par amour, mais parce que tu savais que j'hériterais d'une fortune considérable de ma famille. Je comprends que tu as attendu patiemment jusqu'à ce que ma mère meure et que je devienne vulnérable. Je comprends que toi et tes associés avez transformé l'assassinat d'épouse en un business lucratif. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère pure. 42 ans, Philippe. 42 ans à croire que j'étais aimé, quand en réalité j'étais juste un investissement à long terme. Ce n'était pas comme ça au début, a-t-il murmuré, la culpabilité apparaissant finalement dans sa voix. Au début j'ai ressenti quelque chose pour toi. Quand tu as arrêté, ai-je demandé cruellement. Quand tu as décidé qu'il serait plus lucratif de me tuer que de continuer à être marié avec moi? Il n'a pas répondu, mais il n'avait pas besoin. La réponse était dans ses yeux. Peu importe, ai-je continué. Parce que maintenant tu vas découvrir ce qui arrive quand quelqu'un sous-estime une femme de 50 ans qui a très peu à perdre. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Philippe était visiblement affecté par les médicaments. Ses mouvements étaient lents, sa parole traînante. C'était exactement ainsi que je me sentais depuis des mois. Tu ne peux rien prouver, a-t-il dit, s'asseyant lourdement dans le fauteuil de la chambre. Même si tu as des enregistrements, même si tu as des documents, tu es officiellement en train de mourir d'un cancer. Qui croirait une femme terminale contre un médecin respecté? Tu as raison, ai-je acquiescé. Marie-Claire a essayé de dénoncer et personne ne l'a cru. Elle est morte seule, trahie par l'homme qui aurait dû la protéger. Philippe a semblé soulagé pendant un moment. Mais, ai-je continué, Marie-Claire m'a laissé un cadeau avant de mourir. Quel cadeau?
J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un dossier que j'avais apporté de Paris. Elle a tout documenté. Chaque transfert bancaire suspect, chaque document falsifié, chaque mort commode. Et surtout, j'ai souri froidement, elle a découvert que le docteur Dubois n'est même pas vraiment médecin. Philippe a arrêté de respirer. Laurent Dubois a été expulsé de la faculté de médecine il y a 20 ans pour avoir falsifié des documents et vendu des prescriptions illégales. Il n'a jamais été diplômé. Il n'a jamais eu de licence médicale. Pendant 20 ans, il a opéré des cliniques fausses et des cabinets clandestins. C'est impossible. Il a un cabinet à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Il loue une salle et se fait passer pour un médecin visiteur. Le personnel pense qu'il travaille dans un autre département. C'est une farce bien élaborée, mais c'est quand même une farce. Je lui ai montré les documents que M. Beaumont avait collectés. Marie-Claire a découvert tout cela avant de mourir. Elle savait qu'elle n'arriverait pas à se sauver, mais elle voulait sauver les prochaines victimes. Alors elle a tout documenté et l'a laissé avec un enquêteur privé. Monsieur Beaumont, Philippe a murmuré. Tu le connais? Marie-Claire l'a mentionné une fois. Je pensais que c'était de la paranoïa de sa part. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une femme intelligente essayant de protéger d'autres femmes d'hommes comme toi. Cette nuit-là, pendant que Philippe dormait profondément sous l'effet des sédatifs, j'ai fait 2 appels importants. Le premier était pour Monsieur Beaumont. Je suis prête, ai-je dit simplement. La police française et espagnole coordonnent déjà, a-t-il répondu. Demain matin, simultanément à Barcelone et Paris. Le second appel était pour ma nièce à Marseille. Tante Yasmine? Céline semblait surprise. Comment tu vas? Oncle Philippe a dit que tu étais très malade. Je vais bien, ma chérie. Mieux que je n'ai été depuis des mois. Mais j'ai besoin que tu saches que je vais révéler des choses sur Philippe qui vont choquer notre famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai tout raconté. Chaque détail sordide, chaque mensonge, chaque mort. Céline a pleuré au téléphone. Mon Dieu, tante Yasmine. Comment nous n'avons pas perçu? Parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Mais surtout parce que nous, les femmes, sommes enseignées à faire confiance, à ne pas questionner, à croire que les maris dévoués existent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Justice, ai-je répondu simplement. Finalement, justice. Le matin suivant, Philippe s'est réveillé encore plus désorienté. Ses mains tremblaient quand il a essayé de prendre la tasse de café qu'il avait commandée du service de chambre. Comment tu te sens? Ai-je demandé avec une fausse préoccupation. Terrible, a-t-il admis. Je ne me suis jamais senti si confus. J'imagine, ai-je répondu sèchement. C'est exactement ainsi que je me suis senti pendant des mois. À 10 heures du matin, on a frappé à la porte de notre chambre. Philippe m'a regardé avec suspicion. Tu attends quelqu'un? En fait, oui. J'ai ouvert la porte à 2 policiers espagnols en uniforme. Monsieur Philippe Moreau, a demandé l'un d'eux en français. Oui. Philippe a répondu avec hésitation. Vous êtes en état d'arrestation pour soupçon de tentative d'homicide, fraude et association de malfaiteurs. Philippe m'a regardé avec un mélange de panique et de colère. Tu m'as trahi, a-t-il dit. Non, ai-je répondu calmement pendant que les policiers lui mettaient les menottes. Tu t'es trahi quand tu as décidé que ma vie valait moins que mon argent. Simultanément, à Paris, le docteur Dubois était arrêté dans son faux cabinet. Les preuves étaient écrasantes, documents falsifiés, examens médicaux frauduleux, correspondances sur les assassinats, et surtout, le témoignage détaillé que Marie-Claire avait laissé avant de mourir. Le procès a duré 8 mois. Pendant ce temps, nous avons découvert que le réseau était encore plus grand que nous l'imaginions. Philippe et le docteur Dubois faisaient partie d'un groupe d'au moins 12 hommes qui chassaient systématiquement des femmes matures et vulnérables dans toute l'Europe. Le système fonctionnait toujours de la même façon, des hommes charmants s'approchaient de femmes d'âge mûr, généralement veuves ou divorcées avec un patrimoine substantiel. Ils les courtisaient, se mariaient avec elles,
et ensuite, avec l'aide de faux médecins, simulaient des maladies terminales pour les tuer lentement et hériter de leur fortune. Pendant le procès, nous avons découvert qu'il n'y avait pas seulement 4 victimes, mais 17 femmes dans 5 pays différents. Philippe a été condamné à la prison à vie. Le docteur Dubois est mort en prison avant la fin du procès, apparemment de cause naturelle, bien que j'ai toujours soupçonné que certains autres prisonniers avaient découvert son histoire. Mais mon histoire ne se termine pas avec la justice pénale. Je suis retourné à Paris complètement transformé. À 50 ans, j'avais découvert une force que je n'avais jamais su que je possédais. L'expérience de presque mourir, non pas du cancer, mais de trahison, m'a enseigné que je suis beaucoup plus résistante que je n'avais jamais imaginé. La maison à Neuilly-sur-Seine, que Philippe avait essayé de voler, a été transformée en Fondation Marie-Claire Dubois, un centre de soutien pour les femmes victimes d'abus financiers et émotionnels. Nous avons utilisé mon héritage, le même héritage qui a coûté la vie à tant de femmes, pour protéger d'autres femmes de prédateurs similaires. 6 mois après ma libération, pendant que j'organisais les affaires personnelles des victimes pour les rendre à leur famille, j'ai trouvé quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Parmi les affaires d'Isabelle Leclerc, il y avait une lettre adressée pour ma fille, qui ne verra peut-être jamais ceci. Ma chérie, disait la lettre avec une écriture tremblante, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à me sauver à temps. Mais je veux que tu saches que j'ai découvert la vérité sur Jean-Claude. Il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. J'étais juste une cible de plus. Si quelque chose m'arrive, s'il te plaît, ne crois pas que c'était un accident ou une maladie. Cherche d'autres femmes comme moi. Protège-les. Ne laisse pas ma mort être vaine. Isabelle avait aussi essayé de protéger de futures victimes, même en sachant qu'elle mourrait probablement. C'est alors que j'ai complètement compris la magnitude de ce que j'avais affronté et vaincu. Ce n'était pas seulement à propos de Philippe ou du docteur Dubois. C'était à propos de tout un système qui voit les femmes matures comme des cibles faciles, comme des personnes dont l'expérience de vie les rend d'une façon ou d'une autre plus vulnérables au lieu de plus sages. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je dirige la fondation qui a déjà aidé plus de 300 femmes à échapper à des relations abusives et prédatrices. Nous avons développé un système d'alerte précoce, un réseau d'enquêteurs et d'avocats, et surtout, un endroit sûr où les femmes peuvent raconter leurs histoires sans peur de ne pas être crues. Philippe reste en prison, où il passera le reste de sa vie. Parfois je reçois des lettres de lui, demandant pardon, prétendant qu'il m'aimait vraiment. Je les brûle toutes sans les lire. Certains ponts, quand ils sont complètement brûlés, ne doivent jamais être reconstruits. Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise n'était pas à propos de justice ou de vengeance. C'était à propos du pouvoir de l'amour genuine, non pas l'amour faux et manipulateur que Philippe a feint, mais l'amour réel qui a existé dans ma vie. Ma mère, qui est morte 2 ans avant que cette épreuve commence, avait laissé des indices dans ses documents personnels. Petites annotations sur des préoccupations qu'elle avait avec Philippe. Observations sur des changements dans son comportement. Questionnements sur certaines décisions financières qu'il avait prises. Fais toujours confiance à ton intuition, ma chérie, elle avait l'habitude de me dire quand j'étais enfant. Une mère sait toujours quand quelque chose ne va pas. Elle savait. Même sans preuve concrète, même sans comprendre complètement ce qui se passait, elle savait que quelque chose n'allait pas avec Philippe. Et elle a laissé des indices pour m'aider quand j'en ai eu le plus besoin. J'ai revu tous les documents qu'elle avait laissés et j'ai trouvé d'autres indications de sa préoccupation. Une fois, elle avait même discrètement engagé un enquêteur pour vérifier le passé de Philippe, mais elle est morte avant que l'enquête soit terminée. Même après sa mort, ma mère continuait à essayer de me protéger. Et c'était Marie-Claire qui, avec sa lettre désespérée et sa documentation méticuleuse, m'a donné les outils pour survivre. Une femme que je n'ai jamais connue, mais qui se souciait assez des futures victimes pour utiliser ses derniers jours à organiser des preuves qui nous sauveraient. J'ai appris que l'amour véritable vient sous beaucoup de formes. L'amour d'une mère qui persiste au-delà de la mort. L'amour d'une étrangère qui sacrifie ses derniers moments pour protéger d'autres femmes. L'amour de professionnels comme Monsieur Beaumont,
qui dédient leur vie à chercher la justice. L'amour d'une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement. Philippe a cru qu'il pourrait m'enterrer, mais il a oublié une chose fondamentale, je suis la fille d'une femme forte, protégée par l'amour éternel d'une mère, et renforcée par la solidarité d'autres femmes qui ont affronté les mêmes prédateurs. Il a essayé de me tuer, mais il m'a seulement fait renaître. Aujourd'hui, à 55 ans, je suis plus vivante que je n'ai jamais été à 20 ans. J'ai découvert qu'être sous-estimée peut être le plus grand avantage d'une femme. J'ai appris que quand tu survis à ce qui aurait dû te détruire, tu deviens indestructible. Et c'est ma promesse pour toute femme qui écoute ceci, peu importe combien d'années tu as, peu importe depuis combien de temps tu es trompée ou manipulée, il n'est jamais trop tard pour te réveiller, pour lutter, pour reconstruire ta vie. L'amour véritable existe, surtout l'amour que nos mères et les personnes qui se soucient vraiment de nous ont pour nous. Protégez cet amour, honorez-le, et laissez-le vous donner de la force quand vous en avez le plus besoin. Faites confiance à votre intuition. Questionnez tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Et souvenez-vous, une femme qui a survécu à la trahison, à la manipulation et à une tentative d'assassinat est une force de la nature. Philippe a essayé de me transformer en victime, mais il m'a transformée en guerrière. Et les guerrières protègent d'autres femmes. Les guerrières n'arrêtent jamais de lutter. Les guerrières n'arrêtent jamais d'aimer véritablement. Parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement à propos de survivre. C'est à propos d'enseigner à d'autres femmes qu'elles peuvent aussi s'épanouir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans mon histoire a touché votre âme. Peut-être reconnaissez-vous les signes que j'ai ignorés si longtemps. Peut-être connaissez-vous quelqu'une qui vit cela en ce moment même, sans le savoir. Je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Votre intuition ne se trompe pas. Cette sensation étrange dans l'estomac quand quelque chose ne semble pas normal, faites-lui confiance. Racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que vous étiez trompé par quelqu'un en qui vous aviez confiance? Avez-vous eu ce moment où tout est devenu soudain clair? Votre histoire peut sauver une autre femme. Et si mon voyage de la trahison à la liberté vous a donné de la force, abonnez-vous à cette chaîne maintenant même. Appuyez sur la cloche, parce que chaque semaine j'apporte des histoires réelles de femmes qui ont découvert leur force quand elles s'y attendaient le moins. Souvenez-vous, à 50, 60, 70 ans, il n'est jamais trop tard pour renaître. Il n'est jamais trop tard pour être plus forte que celui qui a essayé de vous briser. Votre vie ne fait que commencer. Et je serai là pour vous le rappeler.